Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Salut, je m'appelle Philippe Lamarre, je suis le fondateur d'Urbania. Vous écoutez Entre la fin et le début, un podcast où je rencontre des gens qui gravitent de près ou de loin autour du storytelling ou l'art de raconter des histoires. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité la journaliste Émilie Dubreuil, une personne que je considère être une des meilleures storytellers au Québec. Émilie a une manière bien à elle de raconter des histoires et elle s'intéresse à un vaste éventail de sujets qui va de l'anecdotique aux affaires publiques. Son sens des sujets à la fois obscurs et grand public est au fil des années devenu une véritable signature. Mais peu importe à quoi elle s'attarde, c'est une personne curieuse qui aime aller au fond des choses pour en révéler la moelle humaine. Bon, Émilie, avant de commencer, je t'ai préparé une petite bio. Réchauffe-toi. Exactement. Réchauffe-toi. Puis tu peux réagir pour vrai, tu peux faire du fact-checking en temps réel, m'interrompre puis me corriger. Comme ça, si je meurs demain matin... Que ce ne sera pas ta viande froide sur Urbania. Ça va être prêt. Tu vas pouvoir publier un texte sur les... Exactement. En fait, je vais juste publier ça tel quel. Bon. Émilie, tu as une plume originale, un ton sans complaisance et une voix à la fois un peu rauque et douce. T'es née en 1975, la même année que moi, à l'île d'Orléans. T'es la fille d'un ancien patron de l'information de Radio-Canada puis d'une mère qui avait une boutique de beaux objets qui portait ton nom, la Maison d'Émilie, sur la rue Laurier-Outremont, où, fun fact, je suis souvent allé acheter des cadeaux de Noël à mes parents quand j'étais ado. Bref, t'es une fille des beaux quartiers, avec de bons parents qui est allée aux bonnes écoles. T'es allée au PSNM, le pensionnat Saint-Nom-de-Marie à Outremont, au secondaire, à Brébeuf au cégep, où t'as même fréquenté la famille Trudeau. Et ensuite, tu as étudié à l'université en littérature et en journalisme et on m'a chuchoté à l'oreille que tu as fait une année d'études en Allemagne et que tu serais capable de t'adresser à moi dans la langue d'Anne Frank. Sprichst du Deutsch, Philippe? Je savais pas ça. Wirklich? Je savais pas ça. Yeah? Bref, tu es une personne qui déplace de l'air au sens propre comme au figuré. Tu mesures combien? 6 pieds? Presque. Puis ta coiffe échevelée et tes yeux bleus, disons qu'on te remarque quand tu débarques quelque part. Avant d'être journaliste, t'as enseigné à des Juifs hassidiques. C'est un passage qui t'a marqué et t'a plugué au sein de cette communauté. T'es d'ailleurs sûrement la seule journaliste au Québec, voire au monde, à couvrir le beat juif hassidique. Il y en a d'autres, mais... Vous êtes rare. On est rares. Qui ne sommes pas juifs, en fait, c'est ça. Fait que c'est un peu après avoir publié une série de textes dans la presse sur les Juifs orthodoxes, justement, que t'es rentré à Radio-Canada au début des années 2000. Bon, un jour, ça doit être quelque part en 2004 ou 2005. Ça faisait 1 an ou 2 qu'on avait lancé Urbania. Puis il y avait un ami à moi qui avait une blind date avec toi. Et tu lui avais dit que tu aimerais collaborer au magazine. Cette date n'a jamais abouti, mais au moins, ça nous aurait fait nous rencontrer. Tu as au fil du temps chroniqué dans Urbania puis au Voir, entre autres. Tu racontais tes états d'âme tout en partageant ton opinion souvent tranchée sur des sujets de société. Depuis ce temps-là, tu en as fait des affaires. Tu es passé au téléjournal puis réalisé des vrais reportages. Des enquêtes. T'as même sorti des scoops. Bref, fidèle à toi-même, t'as brassé de la marde. Émilie Dubreuil, merci d'être là. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est incroyable, t'as travaillé fort là-dessus. Ben oui, j'ai quand même... J'ai appelé du monde. Je voulais être certain de ne pas dire n'importe quoi. Bon, j'ai l'habitude de commencer la discussion avec une petite question facile pour te réchauffer. Juste une petite softball. Ouais. C'est quoi pour Émilie Dubreuil une bonne histoire? Je vais t'en raconter une que j'ai faite. Puis après ça, toi, tu me diras si c'est une bonne histoire. Mais moi, je te dirais que dans toute ma carrière, depuis 20 ans, c'est une des histoires que je préfère. Vas-y. Alors, je suis en Gaspésie, puis je travaille à la station de Matane à l'époque. Puis mon boss me dit, prends l'auto de Radio-Canada. Puis il dit, c'était il y a très longtemps, là, genre presque au Moyen-Âge, parce que le cellulaire ne rentrait pas en Gaspésie et l'Internet était qu'à alors tu t'imagines, ça fait très longtemps.
Mais donc, il me dit, pars, puis va cueillir, parce que le territoire de Matane était grand. Tu sais, il dit, va chercher des histoires. Fait que je pars littéralement à la chasse aux histoires. Et j'arrête dans un village qui s'appelle Grande-Vallée. Je me fais une petite épicerie, je me loue une chambre de motel, puis je me dis, bon, ben, je vais chercher des histoires demain, puis je m'en vais à l'épicerie. Et sur le babillard, il y a un petit affichette, puis c'est écrit « Enterrement de Jésus-Christ, dimanche matin. » Soyez-y, citoyens de Grande-Vallée. Alors là, je dis à la caissière, je dis que c'est ça, l'enterrement de Jésus-Christ. Elle me dit, oui, écoute, le Jésus de notre calvaire, parce que le cimetière de Grande-Vallée est sur un cap, et ils vendent beaucoup en Gaspésie, évidemment. Et elle dit, le Jésus, elle dit ça, puis là, je vais être vulgaire un peu, mais je vais utiliser un sacre du terroir québécois et gaspésien en l'occurrence. Elle dit, Jésus a crissé le camp sur la mer cet hiver. Fait que là, les gars sont allés le chercher en bateau, ils l'ont ramené, puis on l'enterre dimanche. Fait que je dis, ah bon? Et là, je traverse la rue, puis je m'en vais au presbytère. Le curé est là. Curé fort sympathique. Et là, je dis, vous avez perdu votre Jésus et tout ça. Et il finit par me raconter, en fait, que la fabrique n'a plus d'argent pour remplacer le patrimoine religieux et que les paroissiens, ça ne les intéresse pas vraiment, puis que les diocèses ne peuvent pas investir là-dedans et que parallèlement à ça, il y a déjà, donc il y a à peu près 15 ans, une pénurie d'artisans qualifiés pour refaire ce genre de patrimoine religieux. Et donc, tout ça pour dire, Philippe, qu'une bonne histoire, c'est le très petit qui s'ouvre sur l'universel ou le plus grand, quelque chose d'intérêt public. Parce que là, on parlait de quelque chose qui est très, très important chez nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ce patrimoine religieux. Mais on partait d'une anecdote extrêmement savoureuse qui allait attirer l'attention puis qui est extrêmement poétique. Tu sais. Alors, souvent, la bonne histoire, c'est tout petit. Il faut être très, très attentif, d'ailleurs, à ces détails-là, puis à ces moments un peu magiques où il y a une histoire qui se dégage du quotidien, puisque dans le quotidien, on ne les voit pas, les histoires. Il faut être très attentif. Il faut être à l'affût de ces petites pancartes sur des babillards-là dans les supermarchés. Oui, parce que c'est ça, les moments de poésie sont là. Puis ça, cette espèce d'instinct-là de regarder sur un babillard puis de voir une note comme ça puis d'aller poser des questions, ça vient-tu de tes études en journalisme ou tu l'as tout le temps eu en toi? Non. Ça me vient de mon père. Tu l'as dit dans ma biographie extraordinaire. Mon père était boss à Radio-Canada. Puis c'est un grand monsieur, puis il a créé des super émissions qui sont encore en ondes, comme l'épicerie ou la facture. Okay. Mais donc, moi, j'ai grandi dans une famille où l'information, c'était presque religieux, c'est-à-dire que j'écoutais tous les soirs 2 bulletins de nouvelles de façon tout à fait obligatoire. Il n'y avait pas de... Mes devoirs, ça, c'était pas si important, mais le bulletin de nouvelles, ça l'était vraiment. Puis très tôt, très jeune, au primaire, j'étais hyper news junkie. Là. Le terme anglophone, je consommais beaucoup d'informations. Et j'ai toujours eu ce modèle-là, parce que mon père posait bien des questions, puis il était très curieux, mais mes grands-parents paternels étaient comme ça. Ils arrêtaient le monde dans la rue, puis ils disaient « Mais pourquoi tu fais ça de même? Puis t'es qui, toi? » Puis... Donc, moi, j'ai été élevée comme ça. J'ai jamais été gênée d'arrêter quelqu'un puis de dire « Je comprends pas pourquoi. » Et donc, j'étais comme ça à l'école primaire. Je me faisais toujours mettre en retenue, d'ailleurs, parce que je posais toujours trop de questions. Et au secondaire, j'étais rédactrice en chef du journal étudiant, puis je remettais en question les politiques des religieuses qui géraient le pensionnat du Sainte-Marie, puis je faisais des enquêtes sur la cafétéria, puis d'où venaient les patates bouillies mauvaises.
Donc, j'ai toujours voulu faire ça, sauf que là, sans vouloir rentrer dans ma psychanalyse qui n'est pas si intéressante, quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu peur de faire ça, puis de faire des études là-dedans, parce que, tu sais, tous les enfants sont un peu comme ça. On idéalise nos parents, puis on les voit comme des géants un peu, tu sais. Puis là, je me disais, je peux-tu me mesurer à ce nom de famille-là? Puis, tu sais, je veux dire, ça existe à plusieurs reprises, là. Quand ton parent exerce une profession avec un certain succès, ben c'est intimidant. Puis ça m'intimidait, puis je me disais, j'irai pas là-dedans. Puis ton père, lui, il t'encourageait-tu à suivre sa voie? Ou pas tout. Non? Non. Fait que ton père te voyait aller, mais c'est pas dire, c'est peut-être une profession pour toi. Ta curiosité est née, c'était-tu... Non, c'était comme ça. Les Dubreuil sont de même, ça pose des questions. C'est ça. Puis donc, à l'université, à un moment donné, j'ai comme eu une chire plus littéraire. J'ai fait une maîtrise en littérature. Puis après ça, je me cherchais une job. Parce que tu le sais, nous, la génération X, quand on est arrivé sur le marché du travail, c'était vraiment pas évident. C'était pas comme en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais donc, je me suis trouvé une job, pas dans un cégep après ma maîtrise, mais dans une école juive assidique. Ben là, Émilie, tu vas nous raconter comment ça s'est fait, cette affaire-là, parce qu'il y a juste toi qui ça arrive des histoires comme ça. Écoute, Philippe, c'est vraiment... Tu sais, dans la vie, c'est super cliché de raconter ça, mais tu sais, dans la vie, il y a comme... Mon père, d'ailleurs, disait souvent, la vie, c'est comme une table de billard, tu sais. Tu tapes sur une boule, puis là, la boule t'amène ailleurs, puis pouf. Mais elle finit toujours par rentrer dans le bon trou, la boule, tu sais. Et donc, après ma maîtrise, je suis allée travailler en Allemagne comme prof de français. Puis, j'ai démissionné. Très, très tôt dans le processus. Mais donc, je suis rentrée à Montréal, puis là, j'étais un peu mal prise. J'avais plus une scène, j'avais pas de job, puis j'avais pas de projet. Puis avec un de mes amis avec qui j'ai étudié en littérature, qui est une espèce d'intello formidable, très, très... une espèce de dandy hyper brillant juif, il m'a dit, il cherche un prof de français dans une école juive que je connais pour jeunes filles. Et évidemment, moi, je peux pas aller travailler là parce que je suis un gars. Mais il dit, attends, je vais appeler le rabbin. Et le rabbin, il dit, formidable! Et me donne rendez-vous le lendemain matin. Et donc, le lendemain matin, là, je me suis pointée là et ils m'ont engagée, mais sur le champ, j'ai commencé à enseigner tout de suite. Puis que tu sois pas de confession judaïque, c'était pas un enjeu. Non, c'était pas important parce que eux, pour se conformer à la loi sur l'instruction publique, devaient quand même scolariser les filles en français l'après-midi. Donc, les élèves suivaient des cours en hébreu et en yiddish le matin, puis des cours autour de la religion. Puis l'après-midi, c'était ce qu'ils appelaient, eux, les études séculières, donc non religieuses. Puis il y avait toutes sortes d'enseignantes là, qui n'étaient pas particulièrement religieuses. Tu n'as même pas eu le temps de te préparer mentalement. Tu es allé enseigner après ton interview, puis ça commence. Je suis rentrée dans ma classe, il y avait 25 petites filles débordantes d'énergie. Ils étaient en 5e année, 11 ans. Là. Puis là, ça sautait partout. Là. Ah! Puis je suis partie le 24 juin ou le 23 juin suivant. Là. Qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris, en fait, c'est que c'est encore une expérience qui m'habite. Tous les jours, j'ai vécu des choses extrêmement riches et extrêmement dépaysantes. Je te dirais que c'est probablement le voyage que j'ai fait où je suis allée le plus loin de chez moi, tout en restant à 2 stations de métro de mon appartement, tu comprends? Mm-hmm. Je te dis, c'est extrêmement dépaysant parce que c'est une culture qui est en autarcie sur elle-même et qui se suffit à elle-même et qui ne veut pas se nourrir de l'extérieur. Et donc, de pénétrer dans quelque chose d'extrêmement mystérieux, mais on revient à la base de c'est quoi une histoire.
Tu sais, une histoire, c'est justement le plaisir d'une histoire, c'est de rentrer dans un monde où normalement tu n'aurais pas accès. Puis de raconter ça, tu sais. Et donc, c'est le cheminement aussi de travailler ton accès, puis d'ouvrir la couverture, puis de lever la couverture sur quelque chose qui ne devrait pas être montré. Ben, c'est un grand plaisir. Puis une fois que tu as fait cette expérience-là, tu as décidé d'en publier des papiers, tu as fait des reportages dans la presse. Qu'est-ce que tu as fait avec ça une fois que tu as réalisé que tu tenais quelque chose ou que tu avais un filon? À un moment donné, j'ai ressenti très fort le besoin de témoigner de ce que je vivais. Puis c'était tellement une expérience extraordinaire. Tu sais, personne n'aurait pu se payer la recherche, en fait, que je me suis payée. Puis là, j'ai appelé à la presse. Puis dans ce temps-là, les gens répondaient au téléphone. Puis la réceptionniste, j'ai raconté mon petit boniment. J'ai dit, écoutez, je travaille dans une école juive assidique. Je pense que je sais un peu écrire. J'aimerais ça faire une série d'articles sur mon expérience. Elle dit, je vous transfère à Marie-Claude Lortie, qui était à l'époque Cahier actuel. Au Cahier actuel de la presse. Et Marie-Claude Lortie a répondu au téléphone. Alors, on est vraiment dans l'ancien temps. On est vraiment dans l'ancien temps. Puis elle m'a dit, ben écoutez, écrivez-nous des histoires. Puis si c'est bon, on va les publier. Puis c'est ça qui est arrivé. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est mort dans le personnel de l'école. Et là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air, puis qu'il envoyait, en fait, tout de suite les cadavres, les dépouilles en Israël. Parce que, selon une croyance, quand le Messie va revenir, parce que c'est ça la grande différence entre le judaïsme et le catholicisme, c'est que le Messie n'est pas encore arrivé, mais quand il va revenir, l'âme de tous les Juifs va rouler vers le mont des Oliviers, à Jérusalem, et que donc, ceux qui sont déjà là vont avoir, réflexion logique, vont avoir les meilleures places au paradis. Et là, donc, j'ai compris ça, puis j'ai compris qu'il y avait tout un système de préarrangement funéraire avec certaines maisons funéraires juives et que les Juifs, des familles juives hassidiques économisaient toute leur vie pour envoyer leurs morts rapidement en Israël quand ils décédaient. Puis ça a été mon premier papier. Puis comment tu t'as écrit ça? J'avais appelé ça « Mourir, c'est partir un peu ». J'ai encore honte de ça. Ben, est-ce que dans ton fort intérieur, tu savais que ce serait ta destinée? Non. Non? Non. La visite d'un important chef spirituel hassidique attire une foule nombreuse à Montréal. C'est la fête, en fait, chez les membres de la communauté Belz. Ce qui se passe en ce moment, cette semaine à Montréal, est très intéressant parce que cette figure-là du chef, du grand chef hassidique, nous permet un peu mieux de comprendre la structure de la société hassidique. On va tenter de vous expliquer ce soir ce qui s'est passé au cours des dernières semaines dans la secte juive Lev Tahor à Sainte-Agathe. On a essayé, Christian, de prendre un certain recul. On est retourné à Sainte-Agathe pour s'entretenir avec ce gourou, le confronter par rapport à... Un ex-membre de la communauté hassidique réclame 1 250 000 $ en dommages et intérêts à la DPJ et au ministère de l'Éducation. Voici ce qu'a appris Émilie Dubreuil. En avril dernier, nous vous présentions Yohan et Shifra. Le couple avait quitté la communauté Toche de Boisbriand pour s'assurer que leurs enfants puissent suivre les mêmes cours que tous les enfants du Québec. Parce que chez les Toches, les écoles... Tu peux-tu faire des reportages sur tout dans la vie? Oui. Oui? Oui. Comment? Ouais. Puis quel genre de liberté tu as aujourd'hui pour choisir tes sujets? Tu sais, c'est quoi ta marge de manœuvre créative quand tu es journaliste à Radio-Canada? C'est une immense marge de manœuvre. Pour moi en particulier, mais pour n'importe quel journaliste. Parce que un bon journaliste, à la base, c'est quelqu'un qui a des bonnes histoires, qui trouve des bonnes histoires. Mm-hmm. Ou qui les raconte très bien, tu sais. Mais tu considères-tu que t'as-tu un statut
C'est quoi ton statut? Je dirais qu'aujourd'hui, après 20 ans de métier, j'ai une magnifique latitude dans mes sujets, tu sais. Moi, je suis comme une généraliste, puis j'ai des intérêts très éclectiques. Mais je me suis rendu compte qu'il y a comme une tendance. Tu sais, moi, ce qui m'attire vraiment, puis dans les histoires, c'est les gens. Les humains, tu sais. Puis d'aller à la rencontre des humains derrière les nouvelles. Maintenant, j'essaie de faire un journalisme qui me ressemble plus parce que j'ai évolué dans la vie, puis je me connais mieux moi-même parce qu'au début, je voulais être comme l'espèce de cliché d'une journaliste que je n'étais pas. C'était pas moi. Mon fantasme, c'était de devenir Julie Miville-Deschênes, qui est aujourd'hui sénatrice et une amie à moi, mais que j'admirais infiniment, mais qui représentait, je te dirais, de façon très positive, un modèle de journalisme à cette époque-là. Mm-hmm. Mais c'est un grand défi dans la vie de s'accepter dans la différence. Tu sais, c'est pas évident dans des métiers où il y a vraiment des normes établies. On s'attend à certains personnages. Je me souviens d'avoir fait aux nouvelles un petit reportage court reportage de peut-être 2 minutes sur les moines de Oka. Puis là, ils changeaient de maison parce que Oka était rendu trop développé, tu sais. Puis mon reportage, je me souviens, j'avais suivi juste un moine pour les nouvelles, tu sais. J'avais pas fait de grand angle. Mm-hmm. J'avais mis la caméra juste sur cet homme-là. Et j'avais dit au caméraman, il me semble que c'était une femme qui était avec moi, mais j'avais dit, je veux juste des gros plans sur ses yeux, tu sais. Mm-hmm. Je veux le voir regarder par la fenêtre. Puis t'as-tu comme un joker, toi, Émilie Dubreuil, pour arriver avec des reportages un peu plus champ gauche? Tu sais, par rapport. Si j'ai un joker? Un joker, dans le sens que tu t'arrives avec un reportage. Non, un joker, mais justement, si t'arrives avec un reportage plus impressionniste, disons, qu'un reportage factuel. Bien, c'est arrivé souvent qu'il y a des gens, des collègues ou des patrons qui ont dit, oh, c'est un peu étonnant, tu sais. Je me souviens. Façon polie de dire. Écoute, un de mes j'étais vraiment fière de ce reportage-là. Il y avait eu des inondations du côté de... C'était quoi, dans Venise, en Québec. Ouais. Puis, j'étais arrivée dans un repère de motards. Puis, il y avait un motard, là, il y avait des gros muscles, puis des tatous partout, puis je dis, tu sais, les inondations, comment ça vous affecte? Puis il dit, madame, je passe la moitié de ma vie en dedans. Ouais. Puis il dit, j'ai pas vu ma mère quand elle est morte, puis j'ai pas broyé. Mais il dit, s'il pleut encore, puis que l'eau monte encore, il dit, là, je pense que je vais broyer. Quelle citation! Et c'était ça, mon reportage. C'était sur ce moteur-là. En fait, c'était Joe est rentré en prison pour la première fois, il avait 16 ans. Puis là, à travers ça, je racontais un peu les inondations. Puis à la fin, t'avais ce monsieur-là qui craquait en regardant l'eau monter sur son repère avec ses Harley Davidson puis sa veste de cuir, tu sais. Puis c'était super émouvant. Puis ça, c'était hyper... C'est sûr que le rédacteur en chef, quand il a vu ce topo-là arriver, je me souviens de sa réaction, puis il a dit, oui, mais là, tu sais, la situation, la mise en contexte, ça. Je dis, mais ça, ce reportage-là, tu vois, les gens m'en parlent encore dans la salle des nouvelles, puis ils me disent, écoute, la foi du motard dans l'inondation qui pleurait, là. Tu sais, souvent, raconter une histoire, c'est d'aller dans le détail de l'humain, dans l'histoire de l'humain, qui a souvent rien à voir avec l'histoire que tu veux raconter, mais qui va accrocher l'attention, tu sais.
cet humain-là qui semble un gros tough, ben là, il est vulnérable, tu sais, puis c'est, dans le fond, à travers toutes les histoires qu'on raconte, c'est l'histoire de l'humain. C'est quoi un humain? Puis un humain, ben, c'est quelqu'un qui souffre souvent. Puis c'est souvent ça, les histoires. Tu sais, si tu veux réduire ça sans vouloir être rabat-joie, force est de constater, après 20 ans de raconter des histoires, qu'il y a beaucoup de souffrance dans les histoires qu'on raconte. Puis dans ces moments-là, tu as décrit le moteur de façon visuelle, tout ça. Mais t'es-tu une fille visuelle? Tu sais, quand tu vois ton sujet, c'est ça? Moi, un bon récit, tu sais, on parle de storytelling. Moi, je suis très, très, très observatrice. Ce qui m'intéresse, c'est souvent ce qui est pas évident. Quand je rentre quelque part, j'aime ça regarder ce qui est moins évident à regarder. Puis c'est souvent ça qui va m'accrocher, tu sais. Puis ça a été quoi quand t'es passé, supposons, de l'écrit à l'audio, puis après ça à la vidéo? Ça a été quoi, justement, quand tu as pu manipuler l'image, ça t'a fait quoi? Parce que, justement, au lieu de l'évoquer, il faut que tu la contrôles. J'ai pas mal fait tout. J'ai pas mal commencé dans les 3 médiums assez rapidement. La télé, c'est allé vite? La télé, c'est allé vite. La radio, c'est allé vite. L'écrit, j'ai toujours fait ça de façon concomitante. Il n'y en a pas tant que ça qui sautent d'un médium à l'autre avec autant d'aise, hein? Oui, puis moi, j'aime vraiment les 3 médiums. T'en choisirais pas un, tu dirais pas, OK, j'en abandonne 2 pour en faire qu'un. Non. Tu sais, puis dépendant de l'histoire, il y a des histoires où je me dis « c'est tellement une histoire radio, tu sais. » Puis des fois, je me dis « ça, c'est tellement une histoire télé, tu sais, je veux le voir. » Puis il y a des histoires qui se racontent juste à l'écrit, tu sais. C'est quasiment l'histoire qui commande son médium. Mais c'est sûr qu'à l'écrit, il y a vraiment une dimension où le mot est tellement important, justement, parce que tu n'as pas de son, tu n'as pas d'image, qu'il faut que tu crées toute la sensualité, en fait, d'une histoire à travers des mots qui sont dans un dictionnaire. Tu sais, moi, je fais beaucoup d'exercices comme ça. Tu sais, je vais lire le dictionnaire pour le fun. Puis je note des mots que je trouve beaux. Il y a des sonorités de mots que je trouve beaux. Puis ce que je trouve beau, c'est d'utiliser le mot juste. Tu sais, je lisais un texte d'un collègue récemment, puis il utilisait l'expression pousser comme le chien dent. Tu sais, je trouvais ça joli. Tu sais, juste la sonorité du chien dent, puis c'est une vieille expression, puis en même temps, ça dit ce que ça veut dire, tu sais. Puis ça, c'est trippant, en fait, de tricoter avec des mots, tu sais. C'est ça. De créer quelque chose à partir de rien qui va se tenir tout seul. Parce qu'après ça, quand tu le lâches dans l'espace public, ça t'appartient plus. Parlant de lâcher quelque chose dans l'espace public, Émilie, tu as aussi fait des scoops dans ta carrière. Tu as fait des reportages qui ont un impact sur la société, qui ont vraiment frappé fort. Par exemple, un reportage sur l'ancien maire de Mascouche. Suite à ton reportage, il a été accusé de corruption, puis qu'il s'est retrouvé en cours, puis je pense qu'il est décédé un peu avant de pouvoir subir son procès. Émilie Dubreuil est avec nous parce qu'elle a beaucoup couvert ce qui se passait du côté de Mascouche au cours des derniers mois, je dirais même des dernières années. Bonjour, Émilie. Bien, ça fait longtemps. En fait, la mort de Richard Marcotte m'a replongée à l'époque pré-commission Charbonneau, quand on a commencé autour de 2009 à enquêter sur certaines administrations municipales sur la rive nord de Montréal, notamment. Et moi, j'ai enquêté pendant 1 an sur l'administration de Richard Marcotte, qui régnait sur Mascouche depuis 20 ans, qui était extrêmement respecté. Il avait fait de Mascouche la banlieue qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une banlieue en expansion, qui avait connu une croissance démographique absolument extraordinaire. Mais moi, je me demande, là,
Comment ça arrive à toi, une histoire comme ça? Comment tu as accès à un dossier aussi chaud? Un gars avec qui j'allais au cégep, que j'avais pas vu depuis plusieurs années, qui me contacte et qui me dit « Émilie, t'attends-tu d'aller prendre un verre? J'ai quelque chose à te raconter. » Et les bonnes histoires, ça vient très, très souvent comme ça, là. Les gens qui te contactent, que tu connaisses ou que tu connaisses pas, ou que tu as croisé de façon très, très rapide quelque part dans ta vie, ils se sont souvenus de toi, puis ils te contactent, puis ils disent j'aimerais ça vous parler. Et donc, j'accepte volontiers. Tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques? Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, sauf que je sais qui me contacte. Je sais que c'est pas un hurluberlu. Je sais que s'il prend la peine de m'écrire... C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et donc, j'arrive au restaurant, puis il m'explique que lui, il était promoteur immobilier à l'époque, et il m'explique que le maire de Mascouche a exigé un appartement en cadeau dans le projet de condo qu'il s'apprête à construire là, en échange du permis de construction. Je sais pas, OK. J'ai dit, c'est gros. Tu sais, c'est gros. Puis là, évidemment, c'était fait de façon un peu subtile fiscalement, là. Puis des compagnies à numéros qui achetaient puis qui rachetaient, puis tout ça. Et donc, je suis partie de là. Qu'est-ce que ça allume dans ta tête quand t'entends quelqu'un qui te pisse comme ça? Ben, je me dis, il y a une histoire. Il y a une histoire, mais il y a quelque chose. Là. Mais c'est ça, il y a une histoire. Puis, tu sais, dans l'histoire, c'est pas juste une histoire pour l'histoire. Parce qu'une histoire pour l'histoire, ça tombe d'un crack. Il faut qu'il y ait un intérêt public en journalisme. Puis donc, c'est ça l'intérêt. Puis là, c'était d'intérêt public de savoir qu'un politicien se faisait donner un condo en échange d'un permis. Mm-hmm. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tous les promoteurs qui travaillaient sur ce territoire-là, que j'ai identifié. Puis je me suis dit, le meilleur moment pour parler à des gens, pour être à peu près sûr de les attraper à la maison, c'est le dimanche soir, à l'heure du souper. Et j'ai été chanceuse. Ils ont voulu te parler. Il y en a un qui a accepté de me parler, puis il a accepté de me parler à la caméra. Puis lui, il m'avait dit, à la caméra, puis si je vais m'en souvenir toute ma vie, je l'avais tellement trouvé courageux. Il m'avait raconté toute l'histoire. Puis ça y avait coûté cher parce que lui, il avait refusé. Et il m'avait dit, la seule personne à qui je vais donner une maison dans ma vie, c'est ma femme. Puis il n'y en aura pas d'autre. Puis je l'avais trouvé, là. J'avais trouvé qu'il était solide, cet homme-là. Puis... Mais dans ton petit cœur de journaliste, là, ça fait quoi, justement, quand tu sais que tu sens un scoop? Tu sais que tu tiens un scoop ou quelque chose qui va, qui va faire la première nouvelle du téléjournal? Bien, il y a un côté extrêmement stressant parce qu'un scoop, tu sais, tu te dis, je vais-tu y arriver? Là? Je vais-tu avoir toutes les preuves qu'il me faut? Est-ce que ça va être assez solide pour aller en ondes? Puis tu as toujours peur qu'à la dernière minute, comme tu... Quelque chose t'échappe. Là, t'échappe. Puis, je te dirais, par ailleurs, puis cette enquête-là en particulier, puisque j'en ai fait d'autres, mais cette enquête-là en particulier, au niveau psychologique, c'est extrêmement difficile parce que j'allais rencontrer du monde le soir, dans des endroits discrets. Souvent, tu sais, c'était un peu intense, les conversations qu'on avait. J'entendais des affaires qui me révoltaient. Puis je me sentais un peu seule là-dedans. Psychologiquement, les gens te racontent des choses très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur là-dedans, vraiment peur. Puis ça t'habite tout le temps. Ça t'habite, puis tu rentres chez vous le soir, puis t'es habité par ça. Puis les gens t'appellent parce que tu développes des relations. C'est dans les histoires que tu racontes. Veux pas, les gens
te confie donne quelque chose, oui. une partie très importante. Puis comme on fait rarement des nouvelles sur les gens heureux qui vivent rien, bien, quand les gens te font assez confiance pour déposer une tranche de leur vie entre tes mains, c'est sûr qu'après ça, ils veulent te reparler, puis ils veulent te dire, oui, mais il y a telle affaire, puis là, tu sais, ou te dire, je suis terriblement stressée. Tu sais, je me souviendrai toujours, j'avais presque fini le topo, puis il y a un entrepreneur en construction qui m'a appelé, puis il m'a dit, Émilie, tu m'enlèves du reportage parce que je vais me faire casser les jambes, tu sais. Je vais me faire casser les jambes, puis je peux pas, là. J'ai peur, j'ai la chienne, puis j'ai peur qu'ils s'en prennent à mes enfants, puis... Qu'est-ce que tu réponds à un gars qui te dit ça? Qu'est-ce que tu réponds à un gars comme ça? Qu'est-ce que tu as répondu? C'est une longue conversation qu'on a eue. C'est une longue conversation parce que c'est extrêmement difficile. Puis comme tu fais ce métier-là parce que tu aimes les humains puis tu t'intéresses aux humains, mais tu veux pas que les humains souffrent, tu sais, à cause de toi. Mais tu l'as enlevé du reportage, finalement, ce gars-là? D'une certaine façon. OK. J'ai enlevé... J'estimais que les menaces dont il me faisait peur... étaient assez sérieuses. Étaient assez sérieuses. C'était pas un enfant d'école qui disait « j'ai peur que quelqu'un rie de moi ». J'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée, ça me tente pas. Puis les 24 heures avant que le reportage sorte, comment tu dors? Tu dors pas bien. Tu dors pas bien parce que même si tu dévoiles des affaires qui méritent de l'être ouais. et qui sont à tout le moins répréhensibles. Hein? On pourrait les qualifier comme ça de façon assez neutre, tu sais. Tu sais que la personne qui a commis ces fautes-là contre le public puis l'intérêt public, ben dans son cas, c'était un homme, tu sais. Il y avait une femme, il y avait des enfants, il y avait des amis. Eux autres, tu sais, ils n'ont pas commis de crime, là. Et ils vont être éclaboussés. Puis ils vont être éclaboussés. Puis tu sais même que la personne... Puis tu sais, moi, je suis un peu mal faite, là. Même quand je parle d'un criminel, je me dis, ce n'est pas que ça, tu sais. Un criminel... Ah, il aime sa femme, puis il fait des cadeaux à ses enfants. Puis c'est aussi quelqu'un qui a été un enfant, puis qui, tu sais... Puis les gens sont pluridimensionnels, tu sais. Rendu là, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui l'a amené psychologiquement à faire ça, tu sais. C'est quoi son histoire d'enfance? C'est quoi les traumatismes derrière ça? C'est une arme, l'information. Sa vie à lui, professionnelle, telle qu'il l'a connue, puis sa vie est finie, c'est sûr. Quand on va sortir ça, là, c'est une bombe. Tu sais, c'est une grosse responsabilité. Mm-hmm. Tu sais, tu revérifies 1000 fois, même si tu l'as lu ton texte 1000 fois, tu vas vérifier le chiffre 1000 fois pour être sûr que tu es sûr. Justement, parce que tu veux pas te planter avec la vie de quelqu'un. C'est trop important. Fait que t'aimes ça, brasser un peu de marde, dans le sens que tu dis, oui, c'est stressant, on se sent seul, mais il y a un côté de toi qui, cette adrénaline-là, tu vis pour ça aussi. Ben oui. Je te ramène en 2012. OK. Je pense que c'est les années Harper. 2012. Oui, c'est ça. Oui. T'as pas quitté Radio-Canada pendant un petit bout? T'as fait une petite incartade? Il y a eu des grosses coupures à Radio-Canada. Ouais. Puis les gens de ma génération... Vous êtes passé à la trappe. On est passé à la trappe. Puis là, tu débarques chez Québécois. Ouais. Choc culturel? En fait, ça n'a pas été un choc pour moi. Moi, j'avais plus de job. Puis, je suis partie au Journal de Montréal avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme en me disant c'est quand même le journal le plus lu au Québec. Ouais. Puis, ça, je trouvais ça super stimulant. T'aimes l'image? Tu t'es dit, il y a beaucoup d'images.
Mais tu vois, ça me fatigue qu'on soit méprisant avec le Journal de Je suis Montréal. zéro méprisant, mais sauf qu'on s'entend que la une du Journal de Montréal ne ressemble pas à celle de la... Ouais. Quand je tombe sur un Journal de Montréal, je le lis, puis... mais c'est ça. Puis il y a des super journalistes au Journal de Montréal, puis il y a du monde qui sort des super histoires au Journal de Montréal. Ah oui. Tu sais, bon. Bref, je suis arrivée là, sauf que c'était après le lockout du Journal de Montréal. Et il y avait comme un... Je pense qu'il était en post-trauma collectif. Puis je suis arrivée à ce moment-là. Puis je me suis comme un peu fait remettre dans le visage que j'étais une fille de Radio-Canada. Puis c'était comme un snobisme à l'envers, tu sais. T'es pas dans notre gang. Puis la greffe... La Lily Dubreuil que je connais, t'es-tu comme vous montrer que je suis capable d'être dans votre gang? Ça a été, oui, au début, tu sais, je me suis dit, je vais faire ma place, puis ça va bien aller. Mais comme je t'ai dit, c'était vraiment des circonstances très particulières, puis c'était tendu. Puis en fait, ça a pété autour d'un... Tu sais, je te parlais tantôt de mon trip super nerd de dictionnaire, tu sais. Puis, dans un texte, j'avais écrit le mot, je pense que c'était thaumaturge. Ça veut dire quoi? Un thaumaturge, c'est quelqu'un qui fait des miracles. OK. Comme le frère André est un thaumaturge. Merci. Et puis, dans le même texte, c'est ça me revient, là. Dans le même texte, j'avais utilisé le mot obol. Tabarnouche, qu'est-ce que tu faisais dans le Journal de Montréal? Ben, en fait, tu sais, puis il n'y avait pas tort, avec le recul, il n'y avait pas tort, ce boss-là, mais il m'avait dit, Asti Dubreuil, j'ai pas rien que ça à faire de regarder dans le dictionnaire quand je relis tes textes. Je veux pas y donner raison. Mais il avait raison. Ben oui. Moi, j'étais jeune et tu sais, je sais. Ouais. On dirait que c'est un peu, pari que tu as fait avec quelqu'un. Tu te dis, je vais aller écrire tel mot dans le Journal de Montréal. Ouais, c'est ça. Je pense que on était tous les deux, tu sais, des poissons dehors de leur bocal. Si tu compares ça à une relation, là, tu sais, je pense que ça marche, c'était pas un match qui fonctionnait à ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis là, je pense que, tu sais, obol puis thaumaturge, j'en mettais un peu trop, puis... Ben, c'est pas ça qui a fait que ça s'est fini. Ça a pété autour de ça. Ça a été comme le début de la fin, ouais. C'était pas pogné avec quelqu'un là-bas, il me semble que j'ai lu une chronique de Martineau qui défenestrait. Ouais. C'était pas pogné avec Martineau en ondes, il l'a même dit, il me semble, dans une de ses chroniques. Je l'ai lu. Oui. À propos de, je sais pas trop, mais il traitait comme de woke presque. Puis, il me traitait de woke. Ben, de woke avant la lettre. Oui, avant que ce soit un terme. À la télé, c'est pas ça qui est arrivé. C'est que je suis allée présenter un article à son émission. Pas sur le thaumaturge puis tout ça. Puis... Non, un autre. Puis j'aimais pas la question qu'il me posait. Puis toi, t'es pas le genre à dire à quelqu'un que t'aimes pas sa question. Non, c'est ça. Puis là, j'ai dit, avez-vous d'autres choses d'autres questions à me poser? Parce que j'ai d'autres choses à faire. Puis... Tu dis ça sur LCN à son émission? En direct. Ah, tabarnak. Ouais, c'était pas très élégant de ma part. Non, mais c'est gutsy. Parce qu'en fait, il faisait un monologue sur mon papier, puis moi, j'avais beaucoup de matière, puis j'avais travaillé fort sur ce document-là, puis il me laissait pas parler. Et il portait un jugement sur les personnages dont je parlais dans ce reportage-là, puis ça m'a profondément agacée. Mais tu l'avais pas traité de raciste ou... tu sais, votre question est raciste. Il me semble qu'il dit ça dans son texte. C'est une affaire de... Ouais, mais c'est-tu quoi, Philippe? Puis ça me dérange pas de te le dire. Je veux pas trop retourner là. Puis c'est pas parce que... Je veux pas aller dans le détail de l'histoire. Non, mais tu l'avais interloqué. T'avais pas juste... parce que je pense que j'ai été très sévère. Puis que je pense que tous les deux... on a
je pense que Martineau n'a pas été correct avec moi à ce moment-là. Après ça, il a écrit une chronique pour dire, le mot woke n'existait pas, là, mais il m'a traité de multiculturaliste, abreuvé à la vulgate radio-canadienne. Ah, là, il a ressorti ton CV. Ma mémoire est bonne. Okay, ouais. Et puis moi, j'ai pas été... moi aussi, je suis allée fort. Fait que je pense dans la vie, il faut pas... je veux pas me glorifier de ça parce que je pense pas que c'est heureux. Moi, en ce moment, je suis très heurtée par le ton de la discussion sociale où on lance des épithètes à tout un chacun et on les catalogue. Ah ouais. Lui, il est bon, lui, il est méchant, lui, il pense bien, lui, il pense pas bien. Puis donc, cet épisode-là, j'en suis pas très fière. Mais c'était-tu comme une réaction épidermique, dans le sens que tu sentais que tu n'étais pas dans cette famille-là, puis c'était juste comme un sentiment de dire, qu'est-ce que je fais ici de cas? Ben oui, c'est ça. Comment il s'appelait le jeune ministre péquiste qui avait volé Claude Charon? Ouais, les gants. Qui avait volé des gants chez Eaton. Moi, ça a été... C'est un geste manqué. C'est un acte manqué, clair. J'étais malheureuse comme les pierres. Puis eux aussi, probablement. On se tapait ses nerfs, tout le monde était malheureux dans ce mariage-là. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben là, il y a un boss qui était à TVA, mais qui avait été un de mes boss à Radio-Canada avant, que j'aimais beaucoup. Un autre transfuge. Il dit, voyons, la grande. Voyons, la grande. Il dit, tu sais que t'as plus de job chez Québécois. En sortant des ondes. Puis effectivement, ça n'a pas été long que j'ai remis ma carte magnétique puis mon ordinateur. Ah ouais, c'est... Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que je l'ai cherché. T'insultes pas un collègue en ondes comme ça. Tu sais, puis c'est ça. Puis je pense que c'était mes gants chez Eaton. Ah ouais. Ouais. Puis t'en gardes quoi aujourd'hui? C'est-tu comme une anecdote le fun à raconter dans un party? Non, tu vois, je pense que ça fait 20 ans, pas 20 ans, 2012, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Non, j'en parle jamais. Puis je salue Cordy. Tu sais, j'ai pas on a des relations, on n'est pas des amis, mais on a des relations très cordiales avec Richard. Quand je le croise dans la rue, on discute, puis Sophie, puis... Il n'y a pas de rancune. Je pense qu'en fait, d'une certaine façon, les coups de pied au cul que tu reçois dans la vie peuvent te rendre de grands services. Je t'écoute, Émilie, puis c'est sûr que ton histoire est vraiment hors norme. C'est un parcours assez éclectique. C'est quoi le fil conducteur de tout ça? Intellectuellement, j'aime autant raconter la vie d'un des derniers éleveurs de pigeons voyageurs au Québec que de sortir une enquête sur des trucs extrêmement conséquents pour notre société. Je considère que tout ça est d'intérêt public puis qu'on raconte, en fait, l'histoire de notre société. Mm-hmm. C'est presque une vocation, le journalisme. Ça me fait peur de dire ça parce que ça a l'air un peu intense, mais c'est une vocation. Ah oui. Fait que très souvent, les gens avec qui je partage ma vie m'ont dit « lâche un peu, décroche ». Mais tu sais, c'est ça, c'est un maudit problème de ce métier-là. C'est qu'en même temps, c'est ta vie. Tu sais, dans ta vie, tu t'intéresses, tu rencontres des gens, tu vas prendre une bière, tu vas prendre une marche, tu prends l'autobus, tu prends le métro. Tu sais, moi, le dicton journalistique que j'aime le plus au monde, c'est un dicton anglais qui dit « There's no news in the newsroom ». Ce qui veut dire « sors de chez vous ». Puis, prends le téléphone, tu sais. On parle à du monde. Aujourd'hui, les gens s'envoient des emails, puis chat. Ils sont sur Slack. Mais l'histoire, puis l'humain, puis le détail, puis le sentiment... Puis la touche qui va faire que tu vas comprendre ce qui se passe, puis
comment cet humain-là vit cette histoire-là, il va pas te la donner dans le chat, là. Je sais que j'ai l'air d'une horrible vieille personne, mais je suis une vieille personne. Les vieilles valeurs comme parler au monde. Mais parler au monde, tu sais. Prends 1 heure de ta vie. Parlant du temps, là, Émilie, ça fait... C'est assez, là? Hein? Depuis 2004 qu'on se connaît, là. Ah, ouais. 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on se connaît, ouais. Ouais, mais j'espère qu'on va se connaître encore dans 18 ans puis qu'on va avoir ce genre de plaisir-là à se voir. Moi aussi, Philippe. Ce que j'ai retenu de ma conversation avec Émilie, moi, c'est, puis je me reconnais beaucoup là-dedans, là, c'est de trouver les petits détails de la vie, mais des petits détails qui, dans le fond, révèlent l'universel de la société ou de l'humain. Puis aussi d'aller vers les gens, sortir du bureau, de ne pas attendre que les histoires viennent à nous, mais de nous aller les chercher sur le terrain. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute, et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campeau. Je m'appelle Philippe Lamar et vous écoutiez Entre la fin puis le début. C'était un podcast Urbania.